Vous m'entendez? C'est bon? Ouais? Super. Bon, déjà, je suis super content d'être parmi vous, parce que ceux de l'organisation, je les ai fait un peu transpirer. Moi, je m'étais trompé dans mon agenda, je pensais que c'était demain. Donc j'étais au travail, normal, voilà, ce matin, et puis en fait, on s'est un peu échangé des messages, et donc j'ai pris le premier train dès que j'ai pu, et donc je suis super content d'arriver pour être parmi vous. Alors, on va parler d'architecture hexagonale. Qui, parmi vous, connaît l'architecture hexagonale, ou on a déjà entendu parler? Ok. Ceux qui l'ont déjà implémenté, est-ce que vous pouvez laisser les bras levés? Ouais, ok. Bon, ben c'est bien, vous êtes au bon endroit. L'architecture hexagonale, moi, ce qui me plaît bien, c'est que ça permet notamment de protéger le code du domaine. C'est-à-dire de pas mélanger le code métier du code technique. Qui arrive à faire ça dans son appli? C'est chaud, hein? C'est chaud. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était même pas possible. Ouais. Et puis, c'était avant de découvrir ça, notamment. Et puis, quelques concepts autour du domain driven design. Parce que c'est un pattern qui est un peu ami, copain-copain avec le domain driven design. Qui a déjà entendu parler de domain driven design? Ok. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Thomas Pierrin, ça fait 18 ans que je code. J'ai pas mal de marottes. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez obsessionnel sur les use cases, sur le besoin. Avant de partir sur la solution, parce que nous, développeurs, on adore sauter des deux pieds dans la solution. Vous avez déjà commencé un projet où vous connaissiez toutes les stacks technologiques que vous vouliez, la base de données, le langage, etc., avant d'avoir parlé au métier ou pas? Ah, je suis le seul? Ah ben bien, ok, super. Moi, j'ai connu plein de projets avant ces dernières années, j'ai connu plein de projets où c'était techno first, solution first, avant même d'avoir compris le besoin. Donc le DDD, moi, ça me plaît pour ça. Alors, l'archi hexagonale, c'est un peu ça, c'est mettre une sorte de barbelé autour du code métier et de le protéger contre les invasions du code d'infrastructure. Alors, code d'infrastructure, c'est toute la tuyauterie. Hein. C'est votre stack HTTP préféré, votre driver de base de données, enfin tout ce que vous voulez, message orienté de middleware. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans la partie infra. Alors, Hexagonal Architecture, ça a été créé par ce monsieur, Alistair Cockburn. Je ne sais plus il y a combien d'années, mais ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'il a écrit ça. C'est un pattern qui, du coup, a été redécouvert et plus récemment dans la mouvance un peu Domain Driven Design, quand on a vu notamment cette capacité que ça avait de protéger le code métier du code technique. Mais c'est pas que ça. Lui, quand il l'a inventé, c'était essentiellement pour des questions de changement, de pouvoir brancher, comme des plugins, brancher, débrancher des implèmes, des technos facilement, sans avoir à changer toute son application. Donc il a inventé ça il y a quelques années. Alors, c'est un pattern qui paraît simple. La première fois qu'on le lit, quelqu'un a déjà lu la description du pattern par Alistair ou pas? Ok. Quand on lit le truc, on se dit ouais, super, ça a l'air simple. Alors ça a l'air simple, Deux, le diagramme fait un peu moche, un peu old school, donc on se dit, au début, c'est quoi ce truc-là? Après, on se dit, tiens, ça a l'air intéressant. Et puis, c'est quand on commence à le coder qu'on se rend compte que là, c'est chaud. En fait, il y a pas mal d'implicites dans la description d'Alistair qui font que on a du mal, et on se pose plein de questions. Et quand on est à plusieurs en train d'implémenter le truc, on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'un port, sur ce que c'est qu'un adapteur. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc sur la route de l'implémentation, il y a plein d'erreurs, il y a plein de questions, il y a plein de pièges. Donc on va voir quelques petits slides rapidement, et puis après on va live coder pour voir ça concrètement. Alors, les bénéfices de l'architecture hexagonale, il y en a pas mal. Le premier, si je vous l'ai dit, c'est Alistair qui voulait changer sur un projet, il voulait changer de techno, de base de données, de middleware, de façon d'interagir avec son programme. Et donc c'est un changement, c'était très très fréquent sur beaucoup de technologies. Je crois que c'était sur un système de météo. Donc il fallait être capable de se brancher avec des capteurs très très divers et variés, et puis surtout avec des façons de broadcaster l'information auprès des radios, des chaînes météo, enfin tout un tas d'autres trucs, sur des technos différentes de distribution. Donc vraiment, vous voyez un système qui doit interagir avec plein de systèmes différents. Et donc c'était la solution pour éviter une complexité, on va dire, dans l'implémentation de cette intégration-là. Le deuxième, c'est le truc qui me plaît le plus moi, dans le pattern, c'est que ça permet de protéger votre code du métier de votre code technique. Et puis ça permet aussi de renforcer la testabilité. C'est-à-dire qu'on va le voir, on va interagir avec le système comme si c'était une boîte noire, et vis-à-vis de l'extérieur, les tests, c'est un exemple d'adaptateur et de cas d'usage. Alors comment ça marche? Donc je vous l'ai dit, il y a l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est le domaine. L'extérieur, c'est l'infrastructure.
Donc on fout du barbelé entre le domaine et l'infrastructure. Donc on va voir ce que ça veut dire ce barbelé. En général, bon là je vais vous le montrer en .NET, en C#, mais donc là on aura plusieurs assemblées, on aura plusieurs modules, plusieurs projets différents qui vont fournir des binaires différents. Il y en aura un pour le métier et un pour l'infrastructure. Physiquement, ça va être bien séparé. Un autre truc que j'aime bien, c'est que en fonction de notre carrière et de l'avancement de notre carrière, on n'a pas les mêmes besoins les mêmes besoins, je veux dire, en tant que développeur. Quand on commence sa carrière, on a des enjeux, alors souvent on est vendu comme expert, et on ne l'est pas, donc il faut rattraper le truc, donc il faut apprendre des nouvelles technos, il faut maîtriser son IDE, il faut maîtriser ses raccourcis clavier, il faut maîtriser des patterns, il y a plein de choses qu'on doit digérer, et souvent on aime bien un peu explorer, et on découvre des trucs, que ce soit des patterns, des technos, on se dit « Ah, c'est génial !» On aime bien en foutre partout, et puis de mode en mode, ou de composant en composant, ou de pattern en pattern. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, je sais qu'au début de ma carrière, c'était vraiment un peu comme ça, à droite à gauche. Voilà. En même temps, c'est normal, il faut qu'on fasse nos gammes, et puis il faut qu'on... Puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous paraissent plus importantes que d'autres. Moi, je suis un gros technophile. Ah oui, je suis co-organisateur du Meetup DDD Paris, donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, le DDD. Mais je suis aussi un gros technophile. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans une grosse banque où on faisait de la low latency. Donc c'était des systèmes qui, grosso modo, devaient prendre des décisions sous la milliseconde. Entrée, sortie, entrée, calcul, sortie, sous la milliseconde. Donc, quand on a cette contrainte-là, on est obligé de se taper pas mal de choses spécifiques, on va dire, technologiques, un peu hardcore, que ce soit dans le réseau, dans les middleware, dans les langages, tout un tas de trucs. Donc moi, je suis assez fan de ça, donc je suis très technophile, mais plus ça va, plus ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la valeur métier de mes clients et de mes utilisateurs, et puis d'investir là-dessus. Par contre, je comprends très bien que dans une équipe, avec des jeunes développeuses ou des jeunes développeurs, eux, ils ont besoin de continuer à faire leur gamme, ils ont besoin de faire des trucs, et alors c'est bien, enfin c'est normal, je veux dire, mais du coup, c'est pas mal cette séparation, parce que ça leur permet de jouer dans le playground, ce que j'appelle le playground pour le côté geek et technologique. On veut utiliser une nouvelle techno. On peut tout à fait l'introduire dans la partie infra, du moment qu'on ne fout pas le bordel dans le code du domaine, puisque le code du domaine, en général, il change beaucoup moins vite que nos modes. Je ne parle même pas des frameworks JavaScript, des librairies JavaScript, mais de nos modes en IT. Donc, voilà. Donc, c'est important. Donc, le côté infra, c'est pas mal pour ça. Alors, comment ça marche? Parce qu'on a parlé de barbelé. Donc en fait, c'est lié à une chance de dépendance. Donc, le code du domaine, en fait, les dépendances vont toujours de l'extérieur vers l'intérieur. L'extérieur, c'est le code d'infra. Donc, ce truc-là, vous ne voyez pas trop, mais c'est écrit infra. Et le code du domaine au centre. Le domaine, il ne doit surtout pas connaître les technos, le code technique. Domaine, il doit faire que du domaine, c'est-à-dire que du métier, des concepts métiers, des types, enfin, ça dépend de votre plateforme. Mais il ne doit surtout pas connaître la dernière stack HTTP, ou même le fait que c'est de l'HTTP, ou voilà. À côté, autour, pour interagir avec le monde extérieur, on a quand même besoin d'utiliser des technos et des stacks et des technologies. Donc là, c'est l'adaptateur. Donc l'adaptateur, lui, il doit connaître le domaine. Lui, il doit pouvoir rentrer facilement. Après, comment on fait pour sortir? C'est-à-dire que notre logique métier, parfois, elle a besoin d'aller chercher une information à l'extérieur. Souvent, qui va se retrouver sur une autre base de données, ou sur un service d'une autre équipe, ou sur un autre service. Donc comment on fait pour sortir? Donc là, c'est le principe d'inversion de dépendance, Dependency Inversion Principle. Alors, Alistair Cockburn, il a dit récemment, il n'aime pas trop ce terme parce qu'il trouve que c'est une formulation négative. C'est faites comme ça et faites l'inverse. C'est pas très... Donc lui, il préfère le terme de Configurable Dependencies. Je ne sais plus qui a proposé ce terme, c'est pas Alistair, mais en tout cas, il le pousse partout. Donc c'est un terme que vous allez voir très souvent associé à ce pattern. De plus en plus, Configurable Dependencies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va brancher des technologies, des plugins à l'extérieur sur le métier. Alors ça c'est un exemple, avec mon associé Bruno, on a fait une après-midi du DDD, on a fait un peu de live coding, c'était sur un système de réservation de train, basé sur un kata d'Emily Bash. Donc on a fait un truc un peu legacy. Bon, à la fin on avait un truc comme ça, donc les adaptateurs, ce sont ce qui permet, alors on va plutôt prendre dans l'autre sens. Les ports, c'est ce qui permet de rentrer et sortir dans l'hexagone. Et l'hexagone, c'est la logique métier. Donc c'est la partie bleue, vous voyez. Donc pour rentrer, on a besoin de passer par un port. Et pour sortir, on passe également par un port. Alors un port, c'est quoi? Que ce soit en Java, en C# ou dans le langage, c'est une interface. Comme vous devez très concrètement, c'est une interface pour entrer. Donc là, on a une interface pour entrer. Donc l'utilisateur, il se trouve tout en haut à gauche. Vous ne le voyez pas là, mais il passe par un adaptateur et il appelle le port I reserve seat. Je réserve des sièges.
Donc ça, c'est une interface. L'implémentation concrète en runtime, ça va être le boulot de l'adaptateur. Donc là, on a un JSON adapteur, par exemple. Si on branche ça sur une Web API, eh bien, la responsabilité de l'adapteur, c'est comme dans le livre du Goff, hein, l'adapteur, c'est je passe d'un modèle infra à un modèle du domaine, et vice-versa. Donc la requête, elle arrive via une requête HTTP, par exemple. Ça, c'est de l'infra. C'est une sorte de JSON désérialisé, bien souvent, qu'on reçoit, et l'adaptateur, il reçoit le JSON, il le transforme dans une structure intelligible par ma logique métier, qui est représentée par l'interface « je réserve des sièges ». On appelle la logique métier, et ensuite, la logique métier va produire un résultat qui va être dans un type, une expression du domaine, donc pas de JSON, hein. Et c'est encore au niveau de l'adapteur, quand on a la réponse de la méthode, qu'on transforme ça en JSON pour pouvoir publier ça sur la stack HTTP préférée et offrir une réponse à l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qui se passe en haut. En dessous, la logique métier, pour pouvoir savoir réserver des sièges et tout, là, dans l'exemple d'espèce, là, on avait besoin d'aller taper sur des services qui nous donnaient des topologies de trains, l'état des trains, leur place, de réservation, etc. Donc ça, c'est des services extérieurs. Donc ma logique métier, elle ne doit surtout pas savoir que c'est un service HTTP, par exemple, ou une Web API. Il passe par une interface I provide train topology. Donc mon code métier, il utilise cette interface-là qui est métier, qui va utiliser les termes du métier. Et l'implémentation de cette interface-là, elle va être faite par un autre adaptateur. Là, c'était le Train Data Service Adapter, qui fait le lien entre une question que le métier lui pose et une autre API, une autre technologie. Vous voyez un peu le truc ou pas? Ouais? Ok. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de poser des questions. Donc, en gros, les ports et les adaptateurs dans cette interface-là, oui. Les ports, c'est les interfaces dans le domaine, ça fait partie du domaine. Les adaptateurs, ça fait partie de l'infra. C'est des implémentations qui font le lien, qui font le bridge, qui font le lien entre les deux mondes, l'infra et le métier. Donc, les ports et les adaptateurs, c'est pour entrer et pour sortir de l'hexagone. Donc ça, c'est pour le grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Alors, pour que ça puisse fonctionner, il faut quand même l'assembler. Donc là, pareil, si vous partiez du truc d'Eister, on se pose plein de questions. Comment j'assemble l'hexagone, dans quel ordre, dans quel sens, etc., etc. Donc moi, je vais vous proposer une métaphore que j'aime bien, qui m'est venue à l'esprit et qui marche plutôt pas mal avec mes collègues, pour comprendre comment on initialise tout ce bousin, en fait. Donc c'est la métaphore du porte-clés. Donc en gros, le premier truc qu'on va instancier au bootstrapping de notre appli, c'est-à-dire composition route, au démarrage de notre appli, c'est là où on va instancier les différents éléments. Donc on a différentes clés. Ça, c'est ce que j'appelle les clés pour aller, c'est les adaptateurs, pour aller vers l'extérieur. Donc quand on veut aller appeler un autre service, etc., on peut voir ça comme une clé. Et on va utiliser la clé pour aller voir ce service, etc. Donc d'abord, on instancie ces clés qui sont les adaptateurs qui permettent d'aller vers l'extérieur, quand on est dans l'hexagone, pour aller chercher les informations. Ensuite, on instancie le porte-clés. Alors le porte-clés, c'est l'hexagone, en fait. Donc lui, pour fonctionner, il a besoin de pouvoir aller vers l'extérieur, donc c'est pour ça qu'on vient lui greffer les clés qui permettent d'aller poser des questions aux autres services. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on instancie les différents services, on instancie l'hexagone, et dans le constructeur de l'hexagone, on va lui injecter ces différentes clés, donc ces différentes interfaces de services. Et enfin, pour que l'extérieur puisse parler avec notre hexagone, on va avoir besoin d'une clé aussi, une clé d'entrée, on va dire, dans le système, dans notre logique métier. Et donc c'est la clé, j'ai besoin de rentrer dans la logique métier, I need to enter adapter. Et en fait, la seule chose que vous allez avoir à garder dans votre main, c'est-à-dire du point de vue de l'application, du point de vue de votre web API, du point de vue de votre service, etc., la seule chose que vous allez conserver, c'est pas tous ces éléments, c'est juste la clé d'entrée, c'est-à-dire l'adaptateur qui sert à rentrer dans la logique métier. C'est la seule chose que vous avez besoin d'enregistrer dans votre conteneur IOC, dans votre... Enfin bref, que votre appli va connaître. Derrière, en fait, tout le reste, il est caché derrière cet adaptateur. Donc, votre appli, elle n'a pas à interagir par autre chose qu'un adaptateur de gauche. C'est toujours clair ou pas? Ouais, cool. Pour le mettre différemment, alors si on prend le schéma de tout à l'heure, en fait au début on va instancier nos adaptateurs pour sortir, donc les trois dont je vous ai parlé dans le cas du train. Après on va instancier l'hexagone en lui donnant dans son constructeur ces trois trucs. Ensuite on va instancier l'adaptateur qui permet de poser la question à tout le système. Donc là ça va être le JSON adapteur par exemple. Et c'est ce JSON adapteur qui reçoit des requêtes JSON, enfin exprimées sous forme de JSON et qui va poser les questions au métier. Qu'on va utiliser dans notre appli, c'est la seule chose qu'on va conserver dans l'appli. Ok, alors notre cas pour aujourd'hui, j'espère que vous avez à lire, c'est un peu chelou les couleurs, mais
Donc, l'utilisateur tout en haut à gauche, je vous dis, alors là, il ne faut pas lire console adapteur, on va se faire une web API ensemble, on va exporter ce qu'on va faire sous forme de web API. Et donc, c'est le point de départ. Ok. Ce point de départ-là, cet adaptateur, en fait, il va piloter l'hexagone. Et l'hexagone, il le connaît sous une forme d'interface qui est, je demande des vers. Alors, j'ai oublié de préciser le plus important, en fait, ça va être un système qui va nous permettre de récupérer de la poésie, de lire de la poésie. Okay. Donc, on interroge le système via un adaptateur qui va nous permettre de demander des vers de poésie. On va, en fait, concrètement, l'hexagone, il va être représenté par un seul type, parce que là, on va pas avoir suffisamment de temps, mais la logique métier, elle va être très, très, très sommaire. Hein. Donc, normalement, c'est fait pour investir à fond là-dedans, à l'intérieur de l'hexagone. C'est ça l'intérêt aussi. Hein. C'est vraiment de creuser, d'investir ce truc. Là, je ne vais pas vous montrer ce volet-là, je vais vous montrer plutôt le côté plug and play, changeable, et comment ça s'articule. Donc le Poetry Reader, ça va être notre hexagone, et en fait, lui, pour fonctionner, il va se retourner derrière d'autres systèmes, et derrière une interface qui est, j'obtiens de la poésie. Alors là, j'obtiens de la poésie, on va utiliser un file adapteur à un moment donné, qui va en gros avoir des poésies dans un fichier, et puis quand on va lui poser la question, c'est pas une base de données, mais c'est un fichier, et puis il va nous retourner de la poésie. Okay. Donc, une requête de cette web API va demander de la poésie, ça va traverser l'hexagone par la porte d'entrée iRequestVerses, et ça va demander un back-end, donc là, derrière cette interface-là. Lui, il ne saura pas que c'est un fichier, je veux dire, ma logique métier, elle ne saura pas que c'est un fichier, mais mon appli, c'est ça qu'on va brancher. Et puis voilà, donc les ports, les adapteurs, écoutez, je crois qu'on peut commencer, je n'ai pas vu l'heure. Jusqu'à quelle heure Jusqu'à 25 ? Cool. Alors, juste que je vous présente un peu la solution. Donc ça, c'est du C# pour ceux qui font du Java, vous n'allez pas être surpris, c'est pas du C# très avancé. Donc on a une solution avec plusieurs projets. Tout en haut, je ne sais pas si vous voyez, Hexagone from scratch.api, ça va être notre web API. Donc là, c'est une web API. Alors ceux qui font du Spring Boot, là c'est de l'ASP.NET, mais en gros, on va décrire certaines routes HTTP. Et là, c'est la callback, on va dire. Quand je reçois un get sur la ressource value, eh bien, voilà ce que je retourne. Alors, si je la lance, juste pour qu'on voit ce que ça donne. Hop. Donc, ça me démarre mon process qui est un petit serveur HTTP. Ça me fout le Swagger. Pour l'instant, j'ai que ça. Et quand je fais try it out, super résulte. Enfin, super résulte. OK ? Donc, ça, c'est très simple. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. C'est très exactement ce qui s'est passé. Hein. Là, j'ai été appelé dans cette callback, et voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on branche un adaptateur, c'est-à-dire la porte d'entrée en haut à gauche, vers la logique métier, mais qu'on va faire émerger tous ensemble. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, comme dans Visual Studio, c'est un peu chiant de créer des projets, je les ai créés avant. Donc on a un projet où on aura le code du domaine, un projet où on aura le code de l'infra, et un projet de test. Et moi, qui suis adepte du Load Selling TDD, on va commencer par un test. D'accord? Ça vous va? Ouais? Ok. Alors, premier test. On va commencer... Souvent, ce que je fais, c'est que je considère mon système comme une boîte noire et je vais le designer, cette boîte noire, par l'interaction que je vais avoir avec elle. D'accord? Donc, l'interaction que je vais avoir vis-à-vis de cette boîte noire, dans ce style d'architecture, ça va être un ou une... Alors, je vais devoir passer par un adapteur, mais je vais surtout passer par un port. Donc, je vais designer la façon que je vais avoir de poser une question à mon système. D'accord? Donc, on va se faire un petit TU qui va faire should give. On va faire verses when ask for poetry. OK. Donc, on va instancier quoi? Oui, mais qui va le représenter, l'adapteur, en fait? L'adapteur, il va manipuler quelque chose. Donc, en fait, je vais partir de l'hexagone, moi, dans ce cas-là. Je vais faire mon hexagone, on a dit que c'était un Poetry Reader. Je crois un truc comme ça. Donc, Poetry Reader, ici, OK. Donc, le truc n'existe pas encore, hein, c'est pour ça que c'est rouge. Et puis, hop, pardon. Oui, en ce moment, j'arrête pas de changer de clavier, donc comme je code moins souvent à la maison et plus au boulot, j'espère que qu'on n'aura pas trop d'accidents de clavier, mais les shortcuts. Donc je vais créer le type Poetry Reader, ok, très bien. Hop.
Et sur ce truc-là, bah, je vais récupérer une variable de type poetryreader. Alors ça va pas être une variable poetryreader, je vais utiliser quoi? Qu'est-ce qu'elle va exposer? Qu'est-ce qui va exposer l'hexagone? On l'a vu tout à l'heure. Un port. Comment on va l'appeler? Vous vous en rappelez? iRequest versus. Donc ça va être ce truc-là. Ok, donc mon hexagone, c'est ça qui va exposer. Ok, et puis poetryreader, il va l'implémenter, cette interface. Donc ça, c'est mon... attends, je vais virer, on va prendre un peu nos aises. Le poetryreader, c'est mon hexagone, et il expose une interface qui est iRequest versus. Ok, le truc le plus simple qu'on puisse faire, ça serait quoi? On va lui demander de la poésie. Donc poetryreader, give me some poetry. Give me some poetry. Donc ça, c'est quoi? C'est le verbe, le premier verbe que je vais rajouter à mon interface de iRequest versus. Ok? Et puis ça va me retourner une poésie sous forme de string. En DDD, on aurait pu faire mieux, mais là, on va manquer de temps. Donc j'introduis une variable, et ici, ça c'est versus. Okay. Donc quand je demande à mon hexagone de me donner une poésie, je récupère des versets, donc un sous-ensemble de la poésie. Après, moi je vais asserter sur ce truc-là, donc moi j'utilise une librairie qui s'appelle Influent, donc je vais faire un check that, versus, is equal to, un truc comme ça, donc j'ai 2-3 snippets de poésie, on va commencer par celle-là. Donc là je suis en train de faire une assertion, qui vérifie que le verset que je vais récupérer, c'est un petit bout de poésie. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les haleurs, etc. etc. OK. Donc ça, c'est mon check de mon test. OK. Donc j'instancie mon hexagone, j'ai défini au fil de l'eau le port pour interagir avec lui, et je vérifie que quand je lui demande de me donner un peu de poésie, c'est ça que je vais récupérer. Alors là, c'est rouge, parce que ça ne compile pas, donc je vais implémenter les missing members dans mon poetry reader, qui me seront un not implemented exception, ok, très bien. Donc TDD, c'est red, green, refactor, là c'est red, j'ai écrit un test qui ne passe pas. Ce que je vais faire, c'est le foutre au green le plus rapidement possible. Donc là, je vais faire return, poem, je vais utiliser le même snippet. Voilà. C'est vert. Alors, quand je dis c'est vert, c'est parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un truc qui s'appelle mcrunch. À chaque fois que je vais modifier mon code, ça compile, ça exécute les tests, et ça me donne un feedback immédiat. Si je dis une connerie, là, je rajoute un X, en fait, vous voyez, un petit truc qui me dit, ah tiens, c'est pas ce que tu t'attendais à avoir, il y a un X en trop. C'est parce que c'est en rouge dans la marge. Donc, c'est ce qui va nous aider à avancer. OK. Premier test. Super. C'est assez simple, vous me direz. Qu'est-ce qu'on a là en termes de hexagone, etc. C'est quoi l'hexagone ici? Poetry Reader, ok, super. Le left side port, le port pour rentrer dedans. Ok. Le port pour sortir, aller à l'extérieur. Il n'y en a pas. C'est hardcodé à l'intérieur de l'hexagone. Ok. Et est-ce qu'on a des adapteurs ici? Non? Qui pense qu'il y a un adapteur? Bon, ouais. En fait, l'adapteur ici, d'après Alistair Coburn, c'est pas forcément le code qu'on écrit nous. C'est tout ce qui permet d'interagir, on va dire, avec le port. Et donc là, en l'occurrence, l'adapteur, c'est le framework NUnit et son runner, et le petit bout de code de mon test. Pour Alistair, c'est ça. Quand je vous dis que c'est un peu subtil quand on lit son papier, etc., voilà, il y a plein de... En termes de sémantique, on peut se perdre un peu facilement. Ok, bon, on a écrit notre... On a commencé à créer notre hexagone, on a écrit une porte d'entrée qui est le port de gauche, on a un adapteur qui est minimaliste, c'est notre test, propose qu'on aille écrire un deuxième test qui va aller côté droit. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit test qui va te dire give versus... Ops, from. Alors, on va aller chercher ça vis-à-vis de l'extérieur. Je vous propose qu'on fasse appel à une bibliothèque de poésie. Ça vous va? Donc, un poetry library, par exemple. OK.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, on va avoir besoin d'instancier une Poetry Library. Alors, pour aller vite au début, parce que moi j'aime bien tâtonner et pas prendre trop de temps, on va raisonner en termes juste d'interface. Donc on va essayer de faire émerger le port pour aller à droite. Pour ça, comment on fait? J'ai pas envie de me faire chier avec une implémentation, mais je veux quand même définir l'interface et faire utiliser cette interface à mon code. Ouais. Donc là, alors ce sera un stub plus exactement, c'est-à-dire qu'on ne va pas vérifier qu'il a bien été appelé, ça va être juste un truc qui va nous retourner des choses. Donc il va faker le fait que ce soit une poetry library. Donc pour ça, moi j'utilise une petite librairie qui s'appelle nsubstitute. Substitute, ok, alt entrée, donc for, donc je vais définir pour, alors comment on va l'appeler? On va l'appeler iObtainPoem. Donc ça c'est, alors oui, en C#, c'est issu d'un vieux Moolcom, etc., c'était des I suivis de l'identité du concept. En DDD, on aime bien, alors je sais qu'il y a des débats en Java et tout, on ne peut pas avoir d'interface qui commence par un I, parce que c'est comme une notation hongroise notamment. Là, ce que j'aime bien en DDD, c'est cette version, c'est Von Vernon, je crois qu'il parlait de ça, c'est je fais quelque chose, j'ai un comportement. En tant qu'interface, je représente un comportement, donc là c'est moi, donc c'est Poetry Library, j'obtiens des poèmes. Le I, c'est prénom personnel, première personne. Donc là, moi j'ai mon stub, donc là je crée l'interface au fil de l'eau, ok, très bien. Je vais récupérer une variable qui va être mon Poetry Library, par exemple. Ok, qu'est-ce que je dois lui dire à cette Poetry Library? C'est un stub. Il faut qu'on lui dise, quand on t'appelle sur cette méthode-là, bah, tu me retournes une poésie, hein, d'accord? Donc on va faire un get a poem. Ça va être ça la méthode de cette librairie de poésie. Et puis, alors, on va faire ça, on va la créer. Entrée, je crée la méthode sur l'interface, vous voyez. Ça va me retourner une string pour l'instant. OK? Et donc, ça, c'est je viens de définir, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais remonter un peu. Là, on a défini l'interface iObtainPoem avec une nouvelle opération qui est getAPoem. Là, je vais juste dire à mon stub, ben, quand on t'appelle là-dessus, mon coco, tu vas me retourner, alors, je crois que je vais faire un snippet, la tigane. Ici, ok, boum. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai programmé mon mock, mon stub, pour qu'il me réponde cette poésie quand on l'interroge. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire après? J'instancie mon hexagone, et je vous l'ai dit, là, ce qu'on a fait, c'est la première des 3 étapes. On a instancié l'adapteur pour aller à droite, pour aller chercher l'info. Donc là, le truc dans l'instanciation, c'est d'instancier l'hexagone. Mon hexagone, c'est le Poetry Reader, donc je vais lui donner à manger la Poetry Library dans son constructeur. Create constructor, donc là, je rajoute un argument au constructeur qui va me donner la Poetry Library. Alors là, j'ai pété le build. Vous ne voyez peut-être pas, parce que c'est écrit tout en bas de la marge, parce qu'en faisant ça, en rajoutant un argument au constructeur, j'ai pété le constructeur initial qui est vide, dont j'avais besoin sur l'autre test. Donc voilà. Là, en faisant ça, je refais compiler. Donc le premier test est toujours vert, le second est rouge. Donc j'ai instancié ma Poetry Reader. Ok, j'ai mon Poetry Reader. Et lui, en fait, je vais lui demander Poetry Reader, give me some poetry. Donc là, je prends la porte de gauche pour réclamer un peu de poésie. Donc là, c'est les verses. Ok, et puis je vais faire un check. Pardon, that, verses, is equal to quoi? Égal à quoi? La tigane, super. Boum. Ok, donc là, red, green refactor. Alors, le red, facile parce qu'il y a un not implemented ici, donc ça, je vais le virer. Je vais conserver une référence sur cette Poetry Library, donc en C#, c'est un truc barbare qui commence par underscore, enfin c'est un champ privé, c'est une variable membre privée, on va dire, de type iObtainPoems. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire, si ce truc-là, il n'est pas nul, iObtainPoems, ah non, pardon, Poetry Library. Si ce truc-là n'est pas nul, alors je pose la question à ma librairie, en fait. Hop. Et je fais un return je demande à Poetry Library, s'il te plaît, chope-moi un poème. Et c'est ça que je retourne. Donc là, c'est vert. Ça veut dire que mes deux tests sont verts. Celui qui répond la poésie hardcodée et celui qui va choper ça dans un... alors on appelle ça un repository en DDD.
la librairie de poésie. Voilà. Alors, red, green, c'est quoi l'étape d'après? Refactor. Alors, c'est un peu moche, hein, ce code-là. If, si c'est pas nul, je fais ça, sinon machin. Qu'est-ce que vous me proposez? Comment on peut améliorer le truc? Pardon? Adapteur par défaut, moi ça me plaît bien. On va faire un private hard-coded adapteur, par exemple. Et d'ailleurs, hard-coded poetry library. En plus, ça sera bien plus explicite. Quand on verra le code, on se dira, bah, tiens, c'est quoi ce bordel? Bah, c'est un truc hard-codé, ok. Et donc là, ça va implémenter le I quoi? I obtain poem. Ok. Alors, j'aurais pu private class, ça aurait été mieux. Et donc là, j'ai juste à implémenter ce qui me manque, donc les missing members. Et donc là, c'est juste une seule méthode, getPoem. Qu'est-ce que je vais faire? Je reprends ça, qui était la valeur par défaut. Je return le premier poème pour le premier test, d'accord? Ici. Et en fait, dans mon constructeur par défaut, je vais appeler celui qui accepte une poetry library et je vais faire un new hardcoded library. Ok? Hop. Donc là, normalement, oui, tout ne return pas. J'ai plus besoin de vérifier la non-nullité parce que je revire les braces. Là, je peux juste faire ça maintenant. Donc là, mon poetry reader, mon hexagone, bah, il a un hardcoded par défaut et si je lui passe une valeur de poetry library, c'est ça qu'il va utiliser. Ok. Donc là, on a fait quoi? On a fait un premier test où on définit la porte d'entrée et le début de l'hexagone. Et après, là, le deuxième test, c'est on définit la porte de droite pour aller choper de l'info. Donc là, c'est repository poetry library. Et puis, voilà. Moi, j'aime bien... Qui connaît l'éléphant de Carpaccio? Le kata l'éléphant de Carpaccio du même Alistair Cockburn. C'est un kata génial. C'est un petit exercice que vous pouvez faire entre vous qui est assez sympa. Qui nous permet, il nous permet quoi? Il nous permet de slicer nos devs, c'est-à-dire de délivrer de la valeur le plus rapidement possible pour avoir du feedback. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, là, c'est un petit peu de feedback. Je vais vouloir faire un adaptateur, un JSON adapteur, puisque c'est ça que je vais vouloir brancher dans ma Web API. Donc, depuis le début, on a défini le port d'entrée, mais on n'a pas d'adaptateur. On a dit que c'est un unit, une framework de test. Donc là, on va rajouter un adaptateur sur la porte d'entrée. Donc, on va faire give versus from JSON adapter, par exemple. Ok. Donc, si on reprend la triptyque là, des trois trucs, donc, non, c'est pas ça. Excusez-moi, j'avais fait des snippets et je me souviens plus. Exa, nanana. Dernière tentative, sinon je vais le coder. Tant pour moi, je voulais aller vite. Et en fait, hop, exa, doc adapter. Et ben, je me suis trompé, j'ai niqué ma template dans le train. Ok, donc, premier truc, c'est d'instancier quoi? Partie droite ou de gauche? Partie droite. Donc là, la partie droite, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre le Poetry Library, là. D'accord? Ici. C'est la partie de gauche qui va être plus intéressante. Donc après, j'instancie quoi après la partie droite? L'hexagone. Très bien. Donc là, j'instancie mon hexagone. Et là, ça va être la partie de gauche, c'est-à-dire ce qui va nous manquer. Donc là, moi, je vous propose qu'on se fasse alors comment on va l'appeler? Un new JSON adapter. Ok. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va avoir dans son constructeur? L'hexagone. Donc ouais, Poetry Library, ici. Tac, tac, tac. Donc c'est comme ça que j'instancie ma clé pour rentrer dans mon système. Donc là, je fais un adaptateur, ok. Poetry Library. Oui, vous avez raison. Poetry Reader, tout à fait. Poetry Reader, merci. Donc lui, on va le désinguer. Ok. On refait moins crispé. Create constructor. Poetry Reader, ok. Alors c'est pas un Poetry Reader, d'ailleurs, ça va être un I request versus. Je vous ai dit, hein, le truc de la techno qui va être utilisé, c'est la porte d'entrée, c'est le port I request versus. Ok. Donc moi, je vais faire un JSON adapter. Alors ça, je récupère une variable, hein, ça va être mon JSON adapter. Ok. Comment ça va marcher?
C'est ce JSON adapteur qui va être utilisé depuis la Web API. Donc en fait, je vais lui demander, je vais lui faire un ask, ou enfin, peu importe. Ask poetry ou... Là, ça va être le point d'entrée, c'est ma callback HTTP qui va me passer ça. Alors, ma callback HTTP, le get, là, il était vide, il n'y avait pas d'argument. C'est juste, je t'appelle sur un get et tu me... Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'argument ici. Je vais créer la méthode. Et puis la méthode, pardon, elle ne va pas me retourner void, elle va me retourner elle va me retourner du JSON, en fait. Ok. Donc en fait, ça va même... Qu'est-ce que ça va me retourner? Est-ce que ça va me retourner du JSON ou est-ce que ça va... ouais. JSON versus peut-être. Qu'est-ce que ça va me retourner? Donc je viens de l'infra, donc là je vais... Bon là j'aurai pas d'argument. Au final ça va être du JSON que je vais vouloir récupérer, d'accord? Donc là le ask poetry, ici là, et bien ça va être mon JSON versus. Ok. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai pas de structure pour récupérer ça. Donc je vais faire un new JSON versus. Ok. C'est juste mon Poco, mon Poco pour récupérer de la poésie. Donc poésie ici. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. En gros, ce que je vais avoir besoin, c'est de checker, c'est d'asserter qu'à la fin, mon système, il va me retourner mon adaptateur JSON, il va bien me retourner un JSON. Donc il faut juste que je chope la tête de ce JSON. Donc je vais créer une structure C# toute simple, qui va me permettre d'avoir ça. Et puis, tac, et puis en fait, poésie, alt entrée, pardon, je vais exposer sur ce Poco, je vais exposer une propriété. En C#, une propriété, c'est comme un getter, mais c'est plus idiomatique en C#, quoi. Ok, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai juste besoin de voir à quoi ça ressemble et comment je peux le serialiser. Donc j'introduis une variable, ça c'est mon JSON verse, ok, et donc là je vais faire un JSON convert. Donc ça c'est comme ça, là c'est la stack qui permet de serialiser facilement un objet, JSON verse, boum. Alors je vais le faire en formatting indenté pour que ça soit plus lisible pour vous. Ok, alors j'introduis une variable, donc là c'est le JSON qui correspond à mon objet qui contient une string de type poésie. Hein. Et donc là moi je vais faire un truc qui va être test context.writeLine de ce serialize object, en fait, qui est un JSON. Pourquoi je fais ça? C'est juste rapidement, je vais le runner, juste pour voir à quelle gueule ça a bon, alors là, c'est très simple. Hein. Hop, autant pour moi, ici. Ce que je veux, c'est dans ce poème, ça va être quel poème je vais récupérer, moi, dans mon JSON adapteur. La tigane. On peut peut-être en faire un autre, comme ça on évitera. Donc poème, j'en ai un troisième, c'est Shiki. Bon, ok, on va utiliser celui-là. Donc ce que je veux, moi, c'est récupérer un JSON qui contient ce poème, d'accord? Donc pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir avoir le JSON que je vais pouvoir utiliser dans mon insertion. Donc en fait, je le réexécute moins crispé, run. Et voilà, donc en fait, le JSON ici, je ne sais pas si vous voyez. C'est ce truc-là. Ok, donc c'est ça que je vais récupérer moi dans mon test. Et donc là, je vais faire un check that le JSON is equal to, ok, ce JSON. Ok. Ok. Alors j'aurais dû faire ça, autant pour moi. J'ai oublié une parenthèse. Vous suivez toujours ce qu'on est en train de faire là ou pas? J'ai une poésie, je vais la récupérer sous forme de JSON, donc je suis juste passé par un petit test à côté pour récupérer sa structure sous forme de JSON. Donc en gros, c'est ça que je vais implémenter. JSON adapteur, bah, ça va être assez simple. Maintenant, bah, c'est read, donc on va l'implémenter. Ici, le JSON adapteur. Alors, un adaptateur, ça a toujours la même gueule. Alors, là, il a besoin de récupérer l'hexagone. D'accord? Donc, je garde une trace de l'hexagone, qui est le poetry reader. Ok, ça c'est fait. La méthode qui va être le point d'entrée depuis ma web API, ça va être ça, ask poetry. Ça va récupérer de l'infra
Bon là, 0 argument, donc on n'a rien à traduire, mais sinon c'est là où on traduirait. Et donc là, hop, un adapteur, il fait toujours ces 3 étapes. Il chope l'infra et le convertit dans un type du domaine. Après, il appelle la business logic. Et après, il réadapte cette business logic, la réponse de la business logic, sous forme d'un truc infra. Donc là, en l'occurrence, ça va être en forme JSON. Donc Poetry Reader, en fait, là, j'ai rien à faire. Donc là, j'ai juste appelé la business logic, donc j'appelle mon hexagone Poetry Reader et je lui demande give me some poetry. Ok. Et ça, je récupère quoi? Je récupère une string et qui contient en gros raw verses. C'est pas du JSON là. Ah. Excusez-moi. Hop. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Convertir en JSON en fait. JSON convert.serialize object, je lui file le raw verses en format indenté et c'est ça que je return. Alors, là, c'est un cas trivial. Hein. C'est juste pour que vous compreniez que dans l'adaptateur, à chaque fois, on passe par ces 3 étapes. Alors, pourquoi c'est rouge? Je pense que il doit y avoir un retour chariot à la con. Ok. Je pense qu'il y a un backslash n. Toujours pas. Bon, alors, je vais... Non, mais je vais le refaire moins crispé. Je vais rechoper le JSON. Run. Il est où mon test? Il est là pourtant. Run, excusez-moi. Voilà, il est là, pardon. Ok, donc c'est ça que j'ai foutu dans une string, et je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure, je pense que... ici. Donc là, ça va être une string, et je te mets ça là. Escape. Bah, toujours pas. Merde alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors on va peut-être pas se... Bon. C'est une erreur de syntaxe, je suis super ému d'être devant vous. C'est pas ça le plus important. En gros, et je vais finir avec ça, ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette structure-là, en fait, en 3... alors je vais le faire juste hexagone... instance. Et ben, je retrouve plus mon snippet. Donc en gros, là, on va le faire là à la main. Ça, j'instancie la partie de droite. J'instancie mon hexagone. J'instancie ma partie de gauche. Et en fait, votre appli, là, on n'aura pas le temps de le brancher avec la Web API, mais c'est dans la callback HTTP, il n'y a que ça que vous allez avoir à utiliser en fait. Vous allez poser des questions, ça va être que ça. Vous allez demander, donc là c'est Ask Poetry, et tout ce que vous avez branché en forme poupée russe dès le début va faire le job et le fera. Donc la seule chose dans votre Bootstrap que vous devez injecter, c'est ces trois. Enfin, dans votre Bootstrapper, vous allez instancier ces 3 éléments, droite, centre, gauche, et il n'y a que la partie de gauche que vous allez injecter dans vos contrôleurs HTTP pour pouvoir faire le job. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, parce que... ouais. Je ne sérialise pas un JSON verses. Ah, ok. Super. Ah bah si, pourtant. Ah oui, dans l'implémentation de l'adapteur. Ok, ok. Bon. Ouais, on voulait faire gagner un bouquin. Merci pour le... Il y avait 2 bouquins à faire gagner, c'est ça? JavaScript pour les web designers. Un des deux. Alors, un des deux. Ils viennent d'aider, là, du coup, ça peut être peut-être pas mal, que je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah allez, go, hein. En plus, t'as une question, bah, formidable. T'as une question ou pas? Ah, vas-y, je t'écoute. Non, là, c'est un...
C'est une étape intermédiaire dans ma volonté de réaliser un maximum, très très vite, un petit proto que je vais pouvoir montrer au business. Le premier truc, c'est soit une web API, soit une application console, etc. L'idée, c'est juste de lui montrer, ça va ressembler à ça. C'est très moche, là, il n'y a pas le maquillage et tout, mais les interactions avec le système à venir, elles vont ressembler à ça. Donc c'est pour ça qu'au début, on hardcode des trucs, puis petit à petit, on va faire émerger des adaptateurs pour aller choper de l'information ailleurs. Mais ça permet d'avoir une version hardcodée, d'aller très vite, déployer et de faire avoir du feedback. Si j'ai bien compris le principe de l'architecture hexagonale, le domaine ne devrait même pas le connaître, en fait, cette instance hardcodée. Alors en fait, j'aurais peut-être dû le laisser hardcoder tout court. C'est-à-dire que le domaine, il aurait pu répondre juste une poésie directement. C'est dans l'étape de refactoring où j'ai voulu faire le malin, effectivement, j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai un adaptateur. Bon, il se trouve que c'est un adaptateur qui ne connaît pas de technologie. Donc c'est un adaptateur en fait qu'on fait pas vraiment. Ce step, je le fais pas vraiment sur un vrai projet. Mais là, c'était pour aller plus vite, mais j'aurais dû laisser hardcoder. J'ai une autre question. Pourquoi le nom hexagonal? Pourquoi 6 autour du domaine? Ça, faudra regarder dans l'étude de l'histoire. Il y en a plein, il y a plein de raisons. Il aime la France, il aime la symétrie. Au début, le pattern, il pensait que c'était un pattern profondément symétrique, avec le haut et le bas, l'extérieur, l'intérieur, les API et SPI, etc. Et l'hexagone, c'est un truc qui est profondément symétrique. Avec les années, il s'est rendu compte que c'était complètement faux et que c'est un pattern qui est complètement asymétrique. Il a voulu changer de nom, il a voulu s'appeler Port and Adapter, mais en fait, les gens continuent de l'appeler Hexagonal Architecture. Donc, quand on connaît un peu mieux le truc, on peut l'appeler Port and Adapter, mais si tu veux toucher un maximum de monde, en général, tu continues à l'appeler l'Hexagonal Architecture. Ouais. Ok. Jusqu'où on peut aller la séparation entre le domaine et l'infra? Par exemple, je pense aux annotations du moteur d'injection de dépendance. Est-ce que c'est considéré comme... on peut les utiliser dans le domaine ou c'est... Non. Dans le domaine, limite dans le domaine, il n'y a même pas de log. Donc tu vois, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je bosse. Là, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, il faut pousser le principe à l'extrême Ouais. possible. Après, il y a des spécificités du langage. Là, je pense... Ouais, il y aura toujours des spécificités du langage que tu as utilisé pour implémenter ton domaine. Mais l'idée, c'est vraiment que tu aies la techno que dans les adaptateurs. Là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'avais fait des projets pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on met dans le domaine, qu'est-ce qu'on met dans l'infra. Donc, dans le domaine, qu'est-ce qu'on met dans le domaine? C'est les ports, donc les interfaces, les ports et puis les logiques métiers. Tous les autres trucs, parce que là, elle est complètement anémique, ma logique métier, dans le cadre de cette démo. Et puis, dans l'infra, c'est les adaptateurs, et puis c'est les drivers vers vos bases de données, vos stacks HTTP, etc. C'est ça qu'on va retrouver. Voilà. Et bien, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre patience.